À la une aujourd'hui en République démocratique du Congo, un hôpital a été attaqué en pleine nuit à Kinshasa, obligeant patients et médecins à se cacher pour survivre. Dans le même temps, à Lubumbashi, un notable disparaît dans des circonstances qui interrogent. Salut à tous. Si ce format t'aide à mieux comprendre ce qui se passe en RDC, abonne-toi et partage pour soutenir la chaîne. On commence par Kinshasa, avec une information à la fois choquante et révélatrice de la situation actuelle. Dans la nuit du 14 au 15 avril, l'hôpital général de référence de Kinkole a été attaqué par un groupe d'hommes armés. Selon les premières informations, les assaillants étaient munis de machettes, de flèches et d'armes blanches et ont fait irruption en pleine nuit dans l'enceinte de l'établissement. Pour bien comprendre la gravité de cet événement, il faut rappeler ce qu'est un hôpital dans une société. Un hôpital est censé être un espace protégé, un lieu neutre où toute personne peut recevoir des soins sans craindre pour sa sécurité. Lorsqu'un tel lieu devient une cible, cela traduit une rupture profonde dans l'ordre social. D'après les témoignages, le service de chirurgie a été particulièrement visé. À l'intérieur, des patients étaient en train d'être soignés, des médecins étaient en service et des familles accompagnaient leurs proches. Face à l'attaque, beaucoup ont dû se barricader. D'autres se cachaient dans une situation de panique générale. Le bilan fait état de 2 morts, de 12 blessés, dont plusieurs cas graves, ainsi que de nombreux vols. Mais au-delà de ces chiffres, c'est le contexte qui permet de comprendre ce qui s'est réellement passé. Les assaillants ont été identifiés comme des Kulunas, issus de groupes relocalisés dans la zone de Pakajuma, à proximité de l'hôpital. Depuis plusieurs semaines, cette zone connaît une instabilité croissante, marquée par des affrontements réguliers, l'installation de marchés informels, la circulation de drogue et une insécurité persistante. Ainsi, cette attaque ne peut pas être considérée comme un simple incident isolé. Elle s'inscrit dans une dégradation progressive de l'environnement sécuritaire local. Un autre élément essentiel doit être pris en compte. L'hôpital de Kinkole offre des soins gratuits à plus de 20 000 personnes. Pour une grande partie de la population, il représente l'un des rares points d'accès aux soins de santé. Aujourd'hui, après cette attaque, une partie du personnel médical a quitté les lieux par peur, les services sont fortement perturbés et l'accès aux soins est compromis. Concrètement, cela signifie que cette attaque ne touche pas seulement un bâtiment, mais un système essentiel à la vie de milliers de personnes. Elle pose, en filigrane, une question fondamentale. Comment garantir le fonctionnement des services publics essentiels dans un contexte d'insécurité croissante? La deuxième information nous conduit à Lubumbashi, dans un contexte marqué par une tension politique de plus en plus visible. Raphaël Mututa Mitsala, notable katangaïs et ancien président de la fondation katangaise, a été enlevé dans la ville. Selon plusieurs sources, il aurait été interpellé par des services de sécurité avant d'être transféré à Kinshasa. Pour comprendre l'impact de cette affaire, il faut s'arrêter sur la nature même de ce type d'événement. Dans un état de droit, une interpellation doit suivre une procédure claire: identification des autorités, communication des motifs, respect des droits de la personne concernée. Lorsque ces éléments ne sont pas visibles ou restent flous, la perception change immédiatement. Dans ce cas précis, les circonstances de l'arrestation ont suscité de nombreuses réactions. L'opposant politique Moïse Katumbi a dénoncé publiquement cet enlèvement, en y voyant un message politique. Selon lui, il ne s'agit pas seulement de l'arrestation d'un individu, mais d'une tentative de faire taire une voix influente dans la région. Parallèlement, des organisations de défense des droits humains ont apporté des éléments supplémentaires. Certaines affirment que Raphaël Mututa et d'autres personnes auraient été interpellées dans des conditions similaires, puis être transférées sans communication officielle claire, ce qui alimente les inquiétudes. Cette affaire intervient dans un contexte particulier, marqué notamment par des débats autour de réformes politiques et constitutionnelles, ainsi que par une montée des tensions entre différents acteurs politiques. Dans ce cadre, chaque arrestation ou disparition prend une dimension plus large. Elle n'est plus seulement interprétée comme un acte isolé, mais comme un signal pouvant être adressé à d'autres acteurs politiques ou sociaux. Ainsi, la question qui se pose dépasse le cas individuel de Raphaël Mututa. Elle concerne plus largement la manière dont le pouvoir est exercé et perçu, ainsi que la place laissée à l'expression des opinions divergentes. Concrètement, cette situation met en évidence un climat où la frontière entre sécurité et pression politique peut devenir difficile à distinguer.
ce qui contribue à renforcer les tensions au sein de la société. Pendant ce temps, sur le plan international, la pression continue de monter autour du conflit dans l'est du pays. Les États-Unis ont récemment adopté une position beaucoup plus ferme vis-à-vis du Rwanda. Et ce changement de ton n'est pas anodin. Lors d'une intervention devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, Washington a évoqué la possibilité de sanctions ciblées contre certains responsables rwandais accusés de jouer un rôle dans la déstabilisation de la région. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que les États-Unis ne sont pas un acteur neutre dans ce type de situation. Leur poids diplomatique est considérable. Lorsqu'ils parlent de sanctions, cela peut avoir des conséquences réelles, notamment sur le plan économique, militaire et politique. C'est donc un signal fort envoyé à Kigali qui se retrouve directement mis sous pression sur la scène internationale. Dans le même temps, la République démocratique du Congo continue de défendre sa position. Les autorités congolaises insistent notamment sur le rôle que doivent jouer les mécanismes internationaux comme la MONUSCO pour garantir le respect du cessez-le-feu et protéger l'intégrité du territoire. Mais malgré cette intensification de la diplomatie, la réalité sur le terrain reste beaucoup plus complexe. Les tensions persistent, les affrontements continuent dans certaines zones et les populations locales restent directement exposées aux conséquences du conflit. Concrètement, cela montre un décalage important entre les avancées diplomatiques et la situation réelle. D'un côté, les discussions progressent au niveau international. De l'autre, sur le terrain, la stabilité n'est pas encore assurée. Dans ce contexte de pression internationale, une autre évolution importante est intervenue, cette fois à Genève. Un accord a été signé entre le gouvernement congolais et le mouvement rebelle AFC/M23. Mais pour bien comprendre l'importance de cet accord, il faut s'arrêter sur ce qu'il change réellement. Jusqu'à présent, les mécanismes de surveillance du cessez-le-feu étaient principalement assurés par des acteurs extérieurs, notamment des forces internationales ou des structures régionales. Avec ce nouvel accord, une décision différente a été prise. Intégrer directement les membres du M23 dans ce dispositif de contrôle. Autrement dit, les rebelles eux-mêmes vont participer aux opérations de vérification sur le terrain. Ils seront présents aux côtés des autres acteurs pour observer et signaler les éventuelles violations du cessez-le-feu. Cette approche peut sembler surprenante, mais elle repose sur une logique précise. L'idée est de réduire les accusations mutuelles, de créer un minimum de transparence et de permettre à chaque partie de se sentir impliquée dans le processus de paix. Cependant, cette stratégie soulève aussi des interrogations importantes. Intégrer un groupe armé dans un mécanisme officiel peut être perçu comme un pas vers la pacification, mais aussi comme un risque. Certains peuvent y voir une forme de légitimation du mouvement rebelle ou s'interroger sur la capacité réelle de ce dispositif à garantir une neutralité sur le terrain. Ainsi, cet accord représente à la fois une avancée et une zone d'incertitude. Il montre que le dialogue continue, mais aussi que les solutions mises en place restent complexes et parfois fragiles. Enfin, sur le plan interne, les tensions politiques continuent de se manifester, notamment au sein même des institutions. Un député a récemment été exclu temporairement de son regroupement politique après avoir initié une motion contre le ministre de l'Intérieur sans respecter la position officielle de son groupe. À première vue, cela peut sembler être un simple conflit interne, mais en réalité, la situation est plus profonde. Dans un système démocratique, un député est censé représenter les intérêts de la population qui l'a élu. Il dispose donc, en principe, d'une certaine liberté d'action dans ses prises de position. Cependant, dans la pratique, les partis politiques imposent souvent une discipline de groupe afin de maintenir une cohérence dans leurs décisions et leurs stratégies. Ce type de situation met en évidence une tension classique entre deux logiques. D'un côté, la logique partisane, qui pousse les élus à suivre une ligne politique définie collectivement. De l'autre, la logique représentative, qui suppose que chaque député puisse agir en fonction de sa propre lecture de l'intérêt public. Dans le cas présent, la sanction infligée aux députés montre que la discipline de groupe reste un élément central du fonctionnement politique, mais elle soulève aussi une question importante. Jusqu'où un élu peut-il s'écarter de la ligne de son parti sans être sanctionné ?
Au-delà de cet épisode, cela reflète un climat politique où les tensions ne se limitent pas à l'opposition entre camps, mais existent également à l'intérieur même des structures politiques. Quand on met tout cela ensemble, une réalité se dégage clairement, celle d'un pays sous tension, à la fois sur le terrain, dans ses institutions et à l'international. Mais en parallèle, c'est aussi un pays qui continue d'avancer et de chercher des solutions. On suit ça ensemble, je reviens demain.